Mec, j'ai un film incroyable à te montrer. C'est un film étranger? Allemand. C'est vieux. 1931. C'est encore un film en noir et blanc? Oui! C'est le film qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, c'est mon premier grand choc cinématographique. Je pense que vous avez déjà tous vu des films de tueurs en série. Et bah aujourd'hui, on parle d'un des meilleurs d'entre eux. On parle de M le Maudit. Salut à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur la chaîne Écran Noir. Bon, je pense que tout le monde aime bien le genre du film de tueur en série, c'est un genre qui a beaucoup de succès au cinéma parce qu'il y a de l'horreur, du suspense, du drame. Et ben aujourd'hui, on va parler d'un des premiers films de ce genre qui a fait date au cinéma. On va parler d'M le Maudit, réalisé par Fritz Lang en 1931. I'm setting the example. And what I've done is gonna be puzzled over and studied and followed. Parmi tous les films de tueurs en série qui existent, pourquoi moi je me suis intéressé particulièrement à celui-là? Parce que même si c'est un des tout premiers films de ce genre, c'est un film avec vachement d'audace, c'est un film pionnier, aussi bien au niveau de la mise en scène, que du scénario, que des acteurs. Quelqu'un qui a étudié le cinéma ou qui s'intéresse en profondeur au cinéma, Fritz Lang il va connaître. Mais j'entends bien que pour les gens d'aujourd'hui, la plupart des gens, Fritz Lang ça évoque pas grand chose. Who am I speaking with? This is the Zodiac speaking. C'est un auteur maintenant qui a travaillé il y a presque 100 ans. Pour vous cadrer un petit peu la chose, Fritz Lang c'est un réalisateur allemand extrêmement connu, qui a réalisé de nombreux chefs-d'œuvre à son époque, comme Metropolis en 1927, c'est un film de science-fiction extrêmement connu, ou encore Le Testament du Docteur Mabuse en 1933. Il a donc eu une très grande et belle carrière en Allemagne à cette époque-là, avec des très grands films, et ensuite malheureusement il a dû aller se réfugier aux États-Unis pour fuir l'Allemagne nazie, les États-Unis où il ne fera malheureusement qu'une carrière assez médiocre là-bas avec très peu de films marquants. What was that, Sam? You sound like you're in a great deal of pain. My head aches. I'm so sick. Oh, I'm gonna kill them. Et du coup, c'est pendant cette brillante carrière qu'il a eue en Allemagne que Fritz Lang va décider à un moment d'adapter un fait divers un petit peu sordide qui va devenir le cultissime M le Maudit. Il faut bien s'imaginer que dans les années 30 en Allemagne, faire un film sur un tueur en série, c'est vraiment pas évident parce que c'est des sujets tabous et violents qui viennent un petit peu choquer voilà, la société des bonnes mœurs, qui a pas du tout envie de voir ça. C'est dans ce contexte un petit peu compliqué que Fritz Lang, grâce notamment à sa renommée je pense, a décidé de prendre le risque de réaliser un film sur un tueur et violeur d'enfants. We can be as different as we want to be, but you can't kill people. Says who? They gotta tell you that thou shalt not kill shit and all of that. But that's not the way the world works, Selby, because I'm out there every fucking day living it. La question qui se pose, c'est comment on peut sortir un film comme ça à cette époque sans être totalement conspué. La seule possibilité que Fritz Lang avait de mettre tout le monde d'accord, et ben c'était en réalisant un bon film. Voilà, il avait pas le choix. Un film qui va donc devenir M le Maudit. Et un film qui ne tombait pas dans un écueil voyeuriste en fait. So I got a claw hammer and I beat her to death. Then I cut her head off. And I humiliated her. I said, there, now you've had sex. L'histoire de M, c'est l'histoire de la traque d'un tueur d'enfants. Là où le film est très bon, c'est que déjà à l'époque, tout en étant un précurseur des films du genre de tueur en série, c'est un film qui va tout de suite sortir des sentiers battus et qui va pas du tout s'intéresser au mystère de l'identité de son tueur. Effectivement, on va découvrir extrêmement vite le visage du tueur en série interprété par Peter Lorre, et c'est pour ça aussi que je me suis permis de l'afficher sur la miniature de la vidéo. C'est pas du tout un film qui est basé sur le suspense de savoir qui est le tueur et pourquoi il fait ça. C'est un film qui parle de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour arrêter le monstre. Est-ce qu'on est prêt à devenir une bête pour tuer la bête? Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on a le droit de se faire justice soi-même? David, if you kill him, he will win. Oh God! Oh God!
C'est un film choral qui n'a pas vraiment de personnage principal, enfin du moins pas de réel héros. Le seul personnage important sur lequel on va se concentrer, c'est le méchant, c'est M, c'est le tueur. Le titre original du film en allemand c'est M, eine Stadt sucht einen Mörder, ce qui veut dire une ville recherche un meurtrier. Et donc on voit bien même avec ce titre que le film ne cherche pas du tout à se concentrer sur un personnage principal, il s'intéresse plutôt à la multitude et avec toutes ces ramifications qui vont s'arranger pour essayer d'attraper un individu. I'll help you catch him, Clarice. You know who he is, don't you? Alors dans le film, il y a des personnages importants comme le commissaire, l'aveugle, mais le vrai personnage principal de l'intrigue, c'est la ville et ses habitants. Par son sujet et par son traitement, M. Le Bundy, moi je trouve que c'est un film qui est hyper moderne, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien qu'un jour vous réussissiez à passer la barrière de l'ancienneté et que vous regardiez tranquillement ce film dans votre coin. En dehors des films d'animation, M. Le Bundy, c'est le premier grand choc visuel que j'ai pu avoir dans ma vie. J'avais 8-10 ans quand je l'ai vu et c'est la première fois que j'ai ressenti vraiment la particularité du cinéma et les choses incroyables qu'on pouvait réussir à faire ressentir avec ce médium. Du coup, pour vous montrer à quel point la mise en scène de ce film est absolument dingue, les images parlent toujours mieux que les mots, donc je vais vous montrer la première séquence du film qui est également ma scène préférée dans le film. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Dans cette scène, Fritz Lang va utiliser deux outils extrêmement intéressants pour créer de la tension dramatique. Il y a le montage alterné et le hors-champ. Oh, Agent Starling, you think you can dissect me with this blunt little tool? Le montage alterné, c'est quand on va montrer deux actions se dérouler en parallèle avec un sentiment de continuité temporelle entre les deux. On donne l'impression que les deux actions se déroulent bien en même temps et c'est ça qui va créer de la tension dramatique. Le hors-champ, c'est tout ce qui va se passer en dehors du champ de la caméra, mais qui va quand même être signifiant pour l'intrigue. Something else. I don't know. Will there? Is something wrong? With what? With anything? Is that what you're asking me? Is there something wrong with anything? Le film commence donc avec un montage alterné qui va nous montrer deux scènes en parallèle, l'une d'une mère qui attend sa fille à la maison et l'autre de la petite fille qui rentre de l'école. Le lien est fait visuellement, notamment grâce à un plan sur une horloge qui montre que la mère attend la fille. L'alternance récurrente des deux actions cherche à nous montrer que ces deux situations se déroulent en même temps. Et donc on va voir la petite Elsie Beckman rentrer chez elle pendant que sa mère prépare la table. Le sentiment que ce montage crée, c'est que les deux personnages sont vraiment attirés l'un vers l'autre et que leur réunion est imminente. D'un autre côté, l'attente de la mère crée un sentiment d'anxiété chez le spectateur qui espère un bon retour de la petite fille chez sa mère. Oula! Ouah. Elle a failli être écrasée. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Call it. Call it. Yes. For what? Just call it. I didn't put nothing up. Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Regardez bien sur ces plans comme la petite Elsie est personnifiée par son ballon. Elle est vraiment associée à ce petit objet par l'image. Le ballon n'est pas un détail dans l'image, il occupe une place centrale, et donc la petite fille est très vite associée à cet objet. On ne la connaît pour l'instant qu'à travers ce qu'elle dégage, et donc ce ballon devient un élément essentiel de sa personnalité. Et là, on arrive à un des plans les plus connus de l'histoire du cinéma. Je pense que même si vous n'avez pas vu M. le Maudit, vous avez peut-être sûrement déjà vu cette image-là de l'ombre projetée sur l'affiche. Tout d'abord, l'ombre menaçante vient se placer juste sur le mot meurtrier. Le message pour les spectateurs est assez clair. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Vous avez vu que la caméra a guidé notre regard de manière assez artificielle sur l'affiche. On est bien d'accord que ni Elsie ni le meurtrier ne voient l'affiche, ou alors ne la prennent vraiment en compte. Elsie s'amuse juste dessus avec son ballon, et le meurtrier est concentré sur la petite fille. C'est pour ça qu'ils sont placés en hors-champ. Cette information dans le plan n'est destinée qu'à nous spectateurs. Ce plan-là nous fait ressentir que nous spectateurs, nous avons la réponse sous le nez. On perçoit tout de suite la menace, mais comme Elsie est hors-champ, elle est complètement détachée de cette problématique. Wie heißt du denn? Elsie Beckman. Du hast sie darüber so.
어떻게 생겼어? 그냥 평범해요. Le fait que M soit hors-champ et qu'il ne soit représenté que par son ombre, ça crée tout de suite du mystère et de l'inquiétude sur sa personne, mais ce que j'aime encore plus, c'est que quand vous regardez l'affiche, l'ombre vous montre qu'il est juste à votre droite, et ça crée un espèce de sentiment de proximité un peu flippante avec lui. Ce plan sur l'affiche, c'est un des plans qui exploite le mieux le hors-champ que j'ai pu voir de toute ma vie, parce qu'il pose des questions super intéressantes, à savoir qu'est-ce que voit le spectateur, qu'est-ce que voient les protagonistes, est-ce que ça se rejoint, quel degré d'information possède le spectateur que le personnage n'a pas, ou inversement. 아가씨들 팔았죠? 안 팔았어요. 죽였어요. 뭐? 아니요. 지금 뭐라 그랬잖아요. 뭘요? 죽였다 그랬잖아요. Ensuite, on repasse au montage alterné qui va créer de manière assez brillante des faux espoirs visuels. On donne vraiment l'impression que la petite fille est en train d'arriver. Donc ici, j'ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Et pour les voisins, et pour moi, et pour elle, c'est beaucoup plus simple. Remarquez maintenant que sur tous les plans où elle accompagne cet inconnu, la petite Elsie Beckman, elle nous apparaît de plus en plus éloignée. Et quand la tension est bien montée et qu'on commence à bien voir l'inquiétude dans le comportement de la mère, c'est à ce moment-là que Fritz Lang va utiliser une série de plans géniaux. Des plans vides, comme si la caméra cherchait la petite fille et inspectait tous ces endroits où elle pourrait et devrait se trouver. Mais c'est génial ça! C'est génial! C'est pas simplement le plan d'une assiette vide. Ce qui est important, c'est le hors-champ. C'est le fait que, face à cette assiette vide, la petite fille ne soit pas là. Elle est pas là où elle devrait être. On sent qu'elle devrait être là sur cette chaise en train de manger sa soupe. Et ce plan fixe vide manque cruellement de vie parce que justement, il n'y a pas l'animation de l'actrice à l'intérieur pour lui donner du souffle. Et du coup, quand la gamine elle va revenir habiter ses plans, et bah ça va redonner du souffle, ça va redonner de la vie. La tension qu'on avait accumulée, elle va retomber. Quoi? I lived that way for a long, long time. In my head, dreaming like that. It was nice. But one day it just stopped. Ça, c'est les deux plans qui m'ont le plus marqué quand j'étais petit. Sans rien montrer, on peut provoquer beaucoup plus de ressenti chez le spectateur qu'en montrant absolument tout. Le hors-champ. Tout le meurtre se passe en hors-champ, on ne voit rien. Et pourtant, la violence psychologique qu'on peut ressentir face à cette image du ballon qui roule est extrêmement forte. La petite Elsie, elle a disparu de l'image, elle a disparu du plan, et donc elle a disparu de la vie. Et pour nous, en tant que spectateurs, c'est bien pire d'imaginer ce qui a pu se passer que de voir réellement la chose. Parce qu'on a tous une imagination et une sensibilité très différentes. Imagine this would be one of his weapons. That. Yes. That. Yes, that would be frightening. En tant que spectateur, on va s'approprier cette horreur et c'est ça qui va être terrifiant dans cette scène. A contrario d'une scène très violente ou très gore, ça marche sur tous les spectateurs parce que chaque spectateur se fait son film dans sa tête. There's something else. Well, what is it? That. Take it away. Take it away. C'est ça que j'adore avec ce film, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma, ça te montre qu'avec des moyens dérisoires, tu peux vraiment faire ressentir des trucs incroyables. Y a quoi dans cette scène? Il y a un ballon, il y a un ballon qui roule. Et pourtant t'es déchiré de l'intérieur, parce que t'as compris que ça représentait le meurtre d'une gamine, peut-être même son viol. Y a vraiment pas besoin de tant d'artifice que ça dans le cinéma. Ce qui est vraiment important, le cœur d'une œuvre, le cœur du ressenti du spectateur, ça va être la mise en scène, c'est tout. Voilà.
Le reste, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, pendant ce film, Fritz Lang il fait plein de nouveaux tests techniques, c'était un peu un virtuose quand même à son époque. Il tente des travelling assez compliqués, malgré les caméras hyper lourdes qu'il pouvait avoir à l'époque. Donc maintenant ça nous apparaît un petit peu dérisoire, mais c'est quand même un explorateur, il tente des trucs. Mais vous voyez bien que c'est dépassé par le temps. Les moyens techniques sont en constante évolution, ils n'arrêteront jamais de s'améliorer, donc le film sera automatiquement dépassé s'il ne se base que là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est quels mécanismes sont mis en place pour faire ressentir des choses incroyables au spectateur. La puissance de la mise en scène, c'est ça qui rend uniquement des films éternels. Et donc si vous regardez ce film un jour dans votre vie, je vous invite à faire particulièrement attention au hors-champ. Maintenant on va aborder un autre point important et passionnant de ce film. Faut bien se dire que le film a été réalisé en 1931 et donc c'est le premier film de Fritz Lang réalisé avec du son. Et là encore c'est une belle démonstration technique. Fritz Lang ne se contente pas de rajouter juste le son à son film, il va y ajouter plein d'idées novatrices. Clairement, à notre époque, maintenant, aujourd'hui, on n'est plus du tout habitué à l'utilisation du son de cette manière. Parce que à l'époque de l'invention du son, les gens étaient vraiment fascinés par n'importe quelle petite apparition du son à l'écran. Mais comme c'était une technologie un petit peu bafouillante à l'époque, eh ben on ne faisait pas trop surcharger les bandes son pour éviter une saturation de la bande sonore. Et donc quand vous allez voir le film, ça va vous paraître un petit peu minimaliste par rapport aux bandes son d'aujourd'hui qui sont vraiment surchargées avec de la musique, des bruitages, des ambiances et qui laissent vraiment aucun repos auditif au spectateur. Et comme vous avez cette habitude-là, quand vous allez regarder M le maudit, c'est clairement l'absence de son qui va vous choquer. Mais je pense que c'est un bien pour un mal, parce que ça va affûter vos sens sur chaque utilisation du son. Et Fritz Lang, il raconte vraiment plein de choses avec le son. Que ce soit de manière comique, quand les enfants chantent une chanson dans le dos de leur mère, une fois de plus, notez bien le hors-champ, ou alors encore pour créer de la tension, mais surtout de manière très intelligente pour donner de la personnalité au tueur à travers le sifflement. Je peux encore vous donner un exemple assez simple et brillant de l'utilisation du son. M se balade dans la rue, il y a une ambiance de fond de trafic dans la rue. Mais quand on passe de l'autre côté de la vitrine avec la caméra, le son se coupe brusquement, ce qui donne l'impression d'une bulle de folie dans laquelle M s'abandonne. On voit que Fritz Lang est extrêmement créatif avec le son parce qu'il a intégré même dans son histoire des personnages que le son influence directement, comme le personnage de l'aveugle, qui ne voit pas mais qui entend. Un personnage qu'il n'aurait pas pu utiliser à l'époque du muet, ou alors qui aurait eu vachement moins d'impact que quand on a vraiment du son à l'écran. Et du coup cet aveugle qui entend les sons à l'image a un rôle extrêmement déterminant dans l'intrigue. Dernière merveille que va nous apporter le son, elle va permettre également d'immortaliser une performance d'acteur incroyable, celle de Peter Lorre dans le rôle de M le maudit. C'est génial de voir que dès l'apparition du son, les mecs ont déjà l'idée de récupérer les acteurs de théâtre qui ont une grande présence sur scène pour les convertir dans le cinéma. Il est incroyable ce mec. C'est quel choix. Alors c'était un acteur de théâtre qui avait connu un grand succès sur les planches. Peter Lorre, c'est lui qui va porter clairement tout le film. Loin des stéréotypes du tueur à la sale gueule, voilà, il a une tête un peu rondouillarde, un peu enfantine. But there is no real me, only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. Pour moi, c'est la meilleure interprétation de tueur en série que j'ai vu toute ma vie. C'est pas parce que c'est un vieux film, c'est que tous les films de tueurs en série que j'ai vus, c'est le haut du panier. Alors je peux pas vous montrer grand chose de sa performance, bien évidemment au risque de vous spoiler, mais je peux vous assurer qu'il y a vraiment des scènes géniales dans ce film qui lui permettent de délivrer des trucs tellement forts. Peter Lorre, Elsie Beckman, c'est vraiment des noms dont je me souviens depuis que je suis gamin en fait. C'est dire qu'il m'a marqué ce film. Puis je suis content parce que M le maudit c'est un film qui a permis à Peter Lorre de faire une très belle carrière à Hollywood, parce que lui aussi a émigré aux États-Unis. Alors malheureusement il a été cantonné souvent à des rôles de méchants, alors qu'il aurait pu faire bien plus, mais c'est déjà très sympa de le revoir. I promise. No one will separate us again.
Il a beaucoup changé quand il est arrivé en Amérique, il a beaucoup maigri, du coup moi j'ai eu du mal à reconnaître au départ, mais effectivement il a tourné dans des films super comme Casablanca, Le Faucon Maltais, L'Homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, Casino Royale, enfin voilà, il a pas tourné avec n'importe qui ni dans n'importe quoi, donc il a quand même fait une belle carrière. M le Maudit, c'est un film qui est resté hyper moderne je trouve par rapport au fond de ce qu'il raconte. Je pense que s'il était refait aujourd'hui, il serait encore hyper pertinent. Je vois tout à fait un réalisateur comme David Fincher reprendre cette histoire et la réadapter, ça marcherait très très bien. Et puis c'est un film qui reste vachement d'actualité parce qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec les réseaux sociaux, la propagation de l'information, les déversements de haine, les effets de groupe, c'est hyper intéressant là-dessus. We all go a little mad sometimes. Haven't you? Sur l'histoire, ça déboîte, et sur la forme, ça va vous étonner à coup sûr. Voilà, c'est un must-have. Ne passez pas à côté à cause de son caractère un petit peu ancien. Acceptez-le et justement essayez de voir comment à l'époque, avec des moyens techniques très très réduits, ils arrivaient à en faire beaucoup. Bah ouais les gars, c'est comme ça, on n'a pas attendu 2018 pour faire des bons films. Game over. Et puis les films que vous adorez aujourd'hui vont également vieillir, et c'est pas parce qu'ils auront 80 ans qu'ils vont devenir moins bien. J'ai pas trop parlé de Fritz Lang, parce que je voulais vous parler du film comme moi je l'avais découvert étant gamin, c'est-à-dire sans m'intéresser à la production, au staff, à la technique, seulement en étant captivé par la maîtrise de la mise en scène. Mais après, si le sujet vous intéresse, Fritz Lang c'est un grand réalisateur, donc je vous laisse un petit peu approfondir la question. Vous pouvez aller voir ses autres films qui sont aussi des chefs-d'œuvre comme Metropolis, ou Le Testament du Dr Mabuse, Les Nibelungen, c'est très long mais c'est très cool, mais c'est très long. Si ça vous plaît, allez voir ça, mais bon, je vous invite déjà à vous concentrer vachement sur M le Maudit, qui est pour moi son plus grand chef-d'œuvre. La traque d'un tueur d'enfants, ça aurait pu donner un film infâme et enterrer le genre de tueur en série à tout jamais, mais je pense que si le genre a perduré et marche si bien, c'est grâce à ce film-là. Je sais pas si c'est un film qui vous marquera autant qu'il m'a marqué, mais pour être devenu un film si culte du cinéma, à mon avis, j'ai pas dû être le seul à être conquis. M le Maudit. Bye bye. Oh, and Senator, just one more thing. Love his suit.